sur le terrain dans un instant. Mathieu. Non, mais le macronisme, c'était censé être un pragmatisme. Mais le problème d'un pragmatisme, c'est comme vous prenez dans n'importe quel sport collectif, le football, Didier Deschamps est un sélectionneur qui est pragmatique, mais à partir du moment où vous n'avez pas de résultat, le pragmatisme sans résultat ne sert à rien. Et le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a appliqué la doctrine du en même temps sur tous les sujets, y compris sur les questions de sécurité. Oui. Et en fait, vous dites que le président de la République est déconnecté des Français sur les questions de sécurité. Mais la réalité, c'est que le président de la République n'a jamais été connecté aux Français sur les questions de sécurité. Parce que son logiciel politique sur ces questions-là, je ne dis pas que tout est nul, mais sur ces questions-là, c'est le logiciel politique de la gauche social-démocrate François Hollande qui a toujours lieu, ou dans les autres pays occidentaux, Barack Obama, Tony Blair au Royaume-Uni, etc. Ce corpus idéologique socialiste social-démocrate considère qu'à partir du moment où vous réduisez la pauvreté et le chômage, vous allez réduire l'insécurité. Ça nie la dimension culturelle de ce qu'est l'insécurité aujourd'hui, parce qu'il y a une dimension qui est culturelle, notamment liée à la politique migratoire, mais pas seulement à cela, au narcotrafic, aux évolutions de la société, etc. Et donc, en fait, le problème, c'est que quand vous dites aujourd'hui, en réduisant le chômage uniquement, vous allez réduire la délinquance. Ben alors, la réalité, c'est qu'Emmanuel Macron est contredit lui-même par les faits. Ouais. Il a réduit le chômage sur son premier quinquennat. On en avait fait le bilan en 2022. Le chômage a réduit, notamment dans certaines villes comme Marseille. Et résultat, il y a toujours plus d'insécurité, il y a toujours plus de délinquance. Vous parlez de bilan qui est désastreux. On peut donner des chiffres. Plus 17% d'homicides depuis 2017 dans notre pays. Et c'est Elias, c'est Philippines, c'est toutes ces personnes-là aujourd'hui qui sont victimes de cela. Les refus d'obtempérer ont augmenté de 50%. Et on peut égrener la liste du nombre de crimes et d'augmentation. Toutes les statistiques du ministère de l'Intérieur sont dans le rouge à ce niveau-là. Donc, à un moment donné, le problème d'Emmanuel Macron sur les questions de sécurité, et c'était le problème qui était sous-jacent dès le début, puisque c'est en 2019 qu'il donne un entretien à valeur actuelle sur les questions de sécurité et sur les questions migratoires, c'est qu'il n'a jamais eu le bon logiciel politique et le bon diagnostic pour pouvoir résoudre le problème. Toutes les personnes qui pensent qu'avec les macronistes, on va résoudre les problèmes de sécurité se trompent. En tout cas, les questions de sécurité, n'est pas que c'est quasiment impossible, non ? Il y a deux points. Il y a un point qui est politique, il y a un point sur l'efficacité de la mesure. Sur l'efficacité de la mesure, la difficulté que disent les juges aujourd'hui sur les émeutes, ça a été rapporté dans votre reportage, c'est qu'aujourd'hui, il est difficile de prouver la responsabilité individuelle d'une personne lorsqu'elle est liée à un mouvement d'émeute, un mouvement de mobilisation générale, etc., etc. Or, ce que l'on voit quand même de plus en plus, c'était notamment le cas lorsque vous avez des casseurs qui arrivent, notamment sur les Black Blocs, cagoulés, masqués, etc. Or, ce que l'on voit sur les émeutes, notamment l'été 2023 et les émeutes post-Ligue des Champions, c'est qu'aujourd'hui, les méthodes d'insurrection ont changé et que les jeunes aujourd'hui, ou les moins jeunes d'ailleurs, qui s'adonnent au pillage, le font à visage complètement découvert. Donc, il est très facile déjà, d'identifier la personne qui est, qui est dans la rue et qui casse et qui pille, puisque de toute façon, elle-même se met en valeur, même sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, après, d'un point de vue politique, moi, je suis... Donc oui, probablement, cette loi elle peut aller dans le bon sens, mais d'un point de vue politique, on a bien vu que ça dépend aussi d'une volonté politique. Ben voilà, c'est ça. Un changement de logiciel total. Tout à l'heure, et c'est pour ça que je voulais rebondir sur ce que disait Naïma. Emmanuel Macron a dit, lorsque c'était les Gilets jaunes, il a dit, les Gilets jaunes, quasiment, je vais en faire mon affaire, ce sont des Gaulois réfractaires, qu'ils viennent me chercher, etc. Il a été très dur avec ce qu'il appelait les Gaulois réfractaires, parce que c'est une partie de la France, peut-être, qu'il n'apprécie pas. En revanche, quand on compare aujourd'hui avec les émeutes de l'été 2023, il a tout de suite fait un appel au calme, il a tout de suite dit la mort de Naël est inexcusable, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a d'un côté une logique de l'excuse pour certains Français, notamment les jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, et de l'autre côté, ce qu'il appelle les Gaulois réfractaires, la France d'en bas, d'une certaine façon, que lui juge étant capable de pouvoir, entre guillemets, museler d'une certaine façon. Et on se souvient quand même que les sanctions judiciaires après les Gilets jaunes avaient été quand même très sévères. Très sévères, ce qui n'a pas été le cas. Mettez-vous à la place d'un Français qui se dit aujourd'hui, mais les Gilets jaunes, on envoie les LBD, etc., et on arrive à réprimer d'une certaine façon la contestation, mais quand il s'agit des émeutes de jeunes issus d'immigration ou issus justement des quartiers prioritaires de la ville, il ne se passe rien. Et je pense que c'est ce deux poids deux mesures qui crée deux France, ce qu'a dit Naïma. Parce que c'est très compliqué pour le gouvernement de prendre des mesures concrètes. Oui, une trop grande partie de la classe politique et une trop grande partie aussi des juges pensent davantage à la réinsertion des délinquants qu'à la protection des victimes. Et c'est bien ça le problème de fond aujourd'hui qu'on a sur les questions de sécurité. Et quand nous, on avait travaillé sur la question des émeutes, en faisant le bilan des émeutes 2023, on avait regardé la chose suivante, quels ont été les profils des émeutiers et comment ont-ils été sanctionnés. Parce qu'on peut se dire aujourd'hui, et je pense que les Français le voient, qu'il y a une continuité en termes de profil sociologique et culturel entre les émeutiers de l'été 2023
et les émeutiers post-Ligue des Champions. Le match de la Ligue des Champions, c'est toujours les mêmes profils. C'est les jeunes qui viennent des quartiers populaires autour de la couronne de Paris principalement. Qu'est-ce que l'on voit ? On voit que, et c'est pour ça que ça fait le lien avec la question que posée dans le sujet, faut-il supprimer les peines de prison et de sursis ? C'est que 60% des émeutiers, lorsqu'ils sont majeurs, ont été traduits en comparution immédiate. Donc, ils ont pu avoir une sanction, une sanction effective après 24 heures. La réalité, c'est qu'en fait, les peines qui ont été prononcées par les juges sont en moyenne de 8,9 mois. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France quand vous avez une peine de prison prononcée de moins d'1 an ? Vous n'allez pas en prison. Et donc, le vrai problème aujourd'hui, c'est que vous avez des émeutiers en l'été 2023 qui ont cassé, pillé des magasins, des écoles, voire des médiathèques, et qui ne sont jamais allés en prison et qui se permettent de recommencer. Et on ne va pas se voiler la face également, c'est que le sursis permet de ne pas envoyer un individu en prison. Or, on sait qu'il manque des places de prison et c'est aussi la stratégie de certains magistrats qui font tout et qui ont des pressions pour que des individus n'aillent pas en prison. Il nous reste un peu plus de 6 minutes. Il y a un décalage très profond aujourd'hui entre ceux qui nous dirigent et ceux qui sont dirigés. Vous l'avez dit, les responsables politiques ne font pas le constat que les Français font. Il y avait un sondage dont je me souviens pour le JDD, IFOP pour le JDD de novembre 2024, qui disait 72% des Français considèrent que leur pays est en déclin. Mais pourquoi les Français aujourd'hui, l'immense majorité des gens, considèrent que leur pays est en déclin ? Parce que les gens sont sont plus pauvres, ou en tout cas n'ont pas augmenté, le niveau de vie n'a pas augmenté sous les années Emmanuel Macron. Je suis désolé, quand on prend un indicateur simple, c'est le PIB par habitant. En 2017, 48 000 $ par Français produit en termes de richesse. Aujourd'hui, on est au même montant, sinon un peu moins. Et l'Italie est passée devant nous en termes de PIB par habitant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Italiens sont plus riches que les Français depuis Emmanuel Macron, alors que pourtant l'Italie, c'est soi-disant un pays gouverné par le fascisme, par Giorgia Meloni, etc., ou par des ingouvernables, puisque pendant longtemps, le pays a été paralysé. Donc on voit même un pays comme l'Italie nous a rattrapés. Les Français considèrent que leur pays est en déclin, surtout parce que le cadre de vie s'est complètement détérioré. Les villes sont sales, etc., etc. Et c'est lié aussi au phénomène de délinquance et à l'insécurité. Beaucoup de Français considèrent que leur pays est en déclin parce qu'il y a une insécurité galopante. Et on rappelle les chiffres, notamment, on en a parlé en première partie d'émission, 17% d'homicides de plus aujourd'hui qu'en 2017, 50% de refus d'obtempérer en plus, etc. On peut faire la compilation des chiffres. Tous les indicateurs de la sécurité aujourd'hui dans notre pays sont dans le rouge depuis 2017. Ça doit... Oui, je vous dirai un mot peut-être après, mais là, on n'est pas là. Pour l'instant, aujourd'hui, le gouvernement donc, de M. Bayrou ne peut tenir uniquement par ce qu'on appelle un pacte de non-censure. Parce que, comme vous l'avez très bien rappelé, l'Assemblée nationale est ingouvernable. Donc, il doit sa survie politique, notamment dans le cadre du vote du budget, uniquement à 2 acteurs. Une partie du nouveau Front populaire, donc le Parti socialiste notamment, et l'autre point, ou alors le Rassemblement national. On se souvient que la première fois, ça a été grâce au Rassemblement national, la seconde grâce au Parti socialiste. La difficulté qu'il a, c'est qu'il doit trouver aussi 40 milliards d'euros pour tailler dans le déficit public, soit par une augmentation d'impôts, soit par une baisse de dépenses. La réalité, c'est que les augmentations d'impôts, effectivement, les Français n'en veulent pas, mais on peut comprendre les Français, puisqu'on est à 48% de prélèvements obligatoires sur les entreprises et sur les ménages, donc on ne peut pas aller vers cette voie-là, et les Français n'en veulent pas, et les gens en ont marre de payer des impôts. 71% des Français, selon un dernier sondage, ont marre de payer, on trouve qu'on paye déjà beaucoup trop d'impôts. Et le deuxième point, c'est de baisser les dépenses. Mais le problème, c'est que pour baisser les dépenses, il vous faut un accord politique avec soit le Rassemblement national, soit avec le Parti socialiste. Or, on sait que François Bayrou a vendu la survie de son gouvernement, la survie temporaire, grâce au conclave des retraites. Il avait vendu cela pour justement pour s'acheter un peu de capital politique pour tenir quelques mois de plus. Mais comment vous allez aujourd'hui convaincre les socialistes de baisser les dépenses alors qu'eux sont sur la logique nouveau Front populaire d'augmenter toujours plus les dépenses publiques, toujours plus les dépenses sociales. Et cette idée d'année blanche, peut-être, Pierre Lelouch, Pierre Moscovici s'y oppose. Mais... Tout ce que vient de dire Mathieu